Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Bat Reviews Made in Batman Legends. C'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la team Batman Legends pour vous parler de nos lectures Batman du mois de mai 2021 paru chez Urban Comics et Urban Link. Oui, parce qu'il y a eu quelques sorties Urban Link, on va en parler du bon, du moins bon. On en reparlera un peu plus tard. Sans blague particulière, n'est-ce pas? Du coup, parce que je sens qu'ils sont chauds derrière pour dire des choses, plein de choses sur ces Urban Link, mais on en parlera à la fin de ce podcast. Et du coup, présentation de mes compatriotes. Alexandra? Coucou, ça va? Ouais, ça va, ça va. Mais il y a aussi Siegfried. Bonjour à tous. Et du coup, nous sommes tous les trois réunis pour parler des lectures de mai, donc d'Urban Comics. Et on va entamer par une lecture qui était quand même plutôt attendue par les fans, puisque c'est The Batman's Grave, un récit du label DC Black Label, paru chez Urban. Et c'est Alexandra qui va nous le présenter. Oui, alors on est sur un récit avec un trio qui donne plutôt envie. Alors juste un petit interlude si je peux dire. On a comme scénariste Warren Ellis et comme dessinateur Brian Hitch, connu notamment pour de grands classiques édités chez Urban comme The Authority, Planetary et Transmétropolitan. Mais Warren Ellis a été accusé, et notamment c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps sur ce comics-là, parce qu'il a été commencé, enfin les issues en tout cas, c'est en 12 épisodes, ils ont été commencés en 2019 et ça a été fini que là en fin 2020 je crois. Parce que cet auteur a été accusé pour de nombreuses accusations sexuelles, de corrupting ou quelque chose comme ça, enfin d'abusement en tout cas envers des Plus femmes. Il a eu d'autorité, oui, 50, sur... ouais, plus de 50 accusations. Moi, je sais que notamment, vous le savez, je suis CM du Comics Corner. Il y a notamment une personne, on avait fait une petite review sur Batman Grave et la personne a dit que je n'aurais jamais dû faire une vidéo sur lui car c'est un monstre qui va rendre le comics. Étant une femme, je ne peux que être encore plus touchée de cette histoire, mais j'aimerais qu'ici on sépare l'œuvre de l'homme. Il y aura d'autres débats et j'en serais ravie de participer et de le critiquer maintes et mille fois. Mais là, je ne vais pas rendre Transmétropolitan, par exemple. Donc voilà, je préférais préciser au cas où on a des commentaires, ce qui peut sûrement arriver par rapport à lui. Donc sur le comics de Batman Grave, on est typiquement sur une histoire d'enquête. Donc il va y avoir un ancien inspecteur de la criminelle et un avocat véreux qui vont être assassinés. Et tout de suite, Batman va s'accaparer de l'enquête et va avoir comme ennemi une sorte d'ami d'enfance. Alors, j'ai plus le nom, je crois que c'est le score. Oui, il y a le scorn, qui est le Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, du coup, mépris. voilà, L'armée du mépris. voilà, alors heureusement qu'ils ont gardé ça parce que l'armée du mépris en français, j'aurais peur que ça passe un peu mal. Euh, Oh, Et on a vu des traductions pires que ça, hein. oui, c'est sûr. Et voilà, on va être sur un one-shot complet, notamment sur la fin. On peut se dire que c'est une sorte de Elseworld à lui tout seul et qu'il a voulu créer une sorte de fin pour le Chevalier Noir. J'ai bien apprécié, même si je connais les limites à certaines choses, notamment au scénario. Côté dessin, moi, j'ai rien à redire. Je suis complètement fan de Brian Hitch. Enfin, limite, il faudrait l'acheter que pour les planches qu'il peut y avoir. Au niveau du découpage, il y a eu un vrai travail. On va même avoir certaines pages où il n'y aura aucun dialogue, mais et juste des scènes d'action, et notamment au niveau de la chorégraphie des scènes d'action, c'est très, très bien fait. J'ai quelques réticences des fois sur les visages. Je les ai pas toujours trouvés très égaux, mais sinon, c'est magnifique et ça remet vraiment une autre sorte de lecture quand on a un aussi bel objet à apprécier comme ça au niveau des yeux. Sur le scénario, on est sur quelque chose que moi j'apprécie, qu'on revient assez aux fondamentaux de Batman, qui est une enquête, qui est sur l'aspect très détective. Et le plus fort pour moi, c'est la relation avec Alfred et l'écriture qu'a Alfred, qui est très péchu et très remontant envers Batman. Et on a beaucoup de dualité entre cette relation père-fils, maître-prof, maître-serviteur. Et moi, j'ai trouvé ça assez juste, en fait, on voit souvent Alfred à chaque fois que Batman revient des enquêtes, et souvent Alfred a des pics.
et a des phrases assez fortes. À un moment donné, c'est au tout début du comics, je l'ai pas noté, mais il lui dit je m'occupe quand même d'un enfant qui rentre après une cavale la nuit. Enfin, c'est assez fort de retrouver cet Alfred-là et ça remet un peu en contexte, pas seulement le personnage de Batman, mais aussi Bruce Wayne derrière. Pourquoi il fait finalement ces enquêtes-là? Au niveau des enquêtes, moi, il y a un côté que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y avait certains youtubeurs qui n'avaient pas apprécié, j'avais regardé des reviews, mais le côté Sherlock Holmes, où Batman, sur une scène de crime, va se mettre à la place de la personne qui a été tuée et va faire une sorte ouais, il y a eu une excellente BD chez Ankama de Sherlock Holmes comme ça, où il va transposer un peu son esprit et va rejouer un peu la scène. Moi, je trouve que c'est très efficace, que ça marche très bien. Les dialogues, ils sont très bons, voilà, c'est bien fait. Après, il y a quelques incohérences, notamment sur le nom. Donc, c'est le tombeau enfin, la tombe de Batman. Il y a plus ou moins une grosse hype de parler de comment finirait Batman et de sa mort. C'est un petit peu discuté une ou deux fois, mais pas tant que ça, finalement. Et je trouve que c'est même pas le D, donc limite, il n'y aurait pas à avoir ce titre-là. Me donner juste un bon comics avec une bonne enquête et un bon Alfred, bah voilà, c'est con, mais j'en demandais pas plus, mais d'aller un peu plus loin sur comment il pourrait finir et sa mort. Voilà, je finis pas avec la fin parce que je veux pas spoiler, mais ça m'a un peu déçu. Oui, tout à fait. On a dit pas de spoil, hein. Mais Non, non, ça finit pas avec sa mort. En fait, il y a une idée de parler de sa mort quand je dis la tombe de Batman. oui, oui, non, mais bien Ça sûr, n'a bien pas sûr. lieu Non, mais je de veux dire, l'être et c'est pas top. Voilà, c'est pas, la fin n'est pas top, mais globalement, j'ai bien aimé. Globalement, j'ai bien aimé. ok. Et Bon, ça se lit vite. je sais que Siegfried. Alors d'ailleurs, Alex, t'as bien fait d'entamer ta présentation avec le petit aparté sur l'auteur. Après, du coup, Siegfried, je te relance pas trop sur ce récit parce qu'effectivement, vous allez tous les deux faire un live YouTube. Donc nous, on enregistre la veille de ce live. Et vous allez faire un live donc sur YouTube. Donc quand le podcast va sortir, le live sera déjà diffusé. Donc j'invite ceux qui veulent avoir ton avis plus complet et le débat qui va suivre entre tous les deux, notamment autour du DC Black Label hein, de manière plus générale, à aller du coup sur notre chaîne YouTube et visionner ce live-là. Mais Siegfried, je ne t'oublie pas, je te donne la parole pour le prochain récit, Batman Mythologie, consacré à Bruce Wayne. Que peux-tu Alors, nous en dire? déjà, je vais quand même dire que j'ai été beaucoup plus sceptique sur Batman's Grave qu'Alexandra. Donc, quand même, pour. Ah, non, mais dans tous les cas, on va en redébattre tous les deux longuement dans la vidéo qui sera aussi accessible sur la chaîne. Donc, évidemment, je ne me prolonge pas, mais quand même, pour ne pas donner l'impression que je n'ai rien à dire sur le comic. Alors, si tu fais un live, j'espère que tu as des choses à dire, parce que sinon ça va être mou. Bien sûr. Mais voilà, enfin, à pratiquement tout point de vue, j'ai vraiment été beaucoup plus déçu que l'a été Alexandra. Et pour moi, c'est un comics qui est quand même relativement mineur, qui est vraiment intéressant si vous aimez Alfred, parce que c'est un des bons comics qui a pu être fait sur Alfred. Mais ça reste pour moi un comics qui est assez décevant de la part de Warren Ellis en termes de scénario et même en termes de dessin de la part de Brian Hitch. Donc c'est quelque chose que je trouve quand même assez faible, et notamment pour du Black Label. Donc on en reparlera longuement dans l'autre vidéo. Mais voilà, évidemment, beaucoup, que vous me beaucoup plus connaissez, longuement, effectivement. vous me connaissez forcément, il fallait que je dise quelque chose de négatif. Et forcément, je n'ai pas aimé ce comic sur lequel je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'enthousiasme. Alors, Batman Mythology, c'est donc le troisième volume de cette nouvelle collection anthologique d'Urban, après les volumes consacrés à Gotham City et à la Batcave. Donc, des volumes qui m'avaient globalement assez peu convaincu. Je pense que vous en souvenez peut-être si vous avez écouté les précédentes émissions, parce que je suis assez curieux en fait du fait que DC Comics c'est trois séries d'anthologies différentes, les Arkham, les Mythology et donc les anthologies, enfin leur premier format. Donc, je sais pas trop s'ils le continuent ou pas. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu de nouvelles sorties. Je mets beaucoup les anthologies parce que chaque fascicule qui était présenté était précédé d'une assez longue notice présentant à la fois les auteurs, le contexte éditorial. Donc c'était vraiment quelque chose, il y avait une vraie remise en contexte. Et j'aime beaucoup les Arkham, où je trouve que la contextualisation et les choix sont assez bien faits, mais c'est aussi aidé par le fait que chaque fois on traite un méchant différent. Donc forcément on peut avoir une approche chronologique et il y a une certaine cohérence éditoriale qui s'en dégage et qui est assez simple à percevoir pour le lecteur. Là où forcément quand on traite la Batcave ou a fortiori quelque chose comme un sujet comme Bruce Wayne, on ne peut pas juste montrer un développement puis un développement chronologique. Donc il faut choisir des aspects plus complexes et ça mériterait sans doute, à mon avis, la contextualisation de chaque numéro qu'on avait dans les anthologies, alors que là, au contraire, on a les fascicules sont répartis en trois parties distinctes.
chaque partie a en gros une demi-page, un peu plus d'une demi-page de présentation, et c'est un peu tout. Et cette demi-page de présentation, bon, parfois elle est un peu dans le name dropping, parfois elle est un peu floue, et parfois elle est surtout là pour expliquer pourquoi des comics dont on s'attendrait pas à ce qu'ils soient là sont là. Donc on est pratiquement plus dans la justification que dans la véritable présentation, ce qui me laisse un peu dubitatif sur le peu d'informations que finalement on peut vraiment en retirer, parce que c'est vraiment les récits eux-mêmes qui sont mis en avant. Donc il y a cette idée sur laquelle je suis aussi un peu dubitatif des Batman, des Batman mythologie, de proposer essentiellement ou exclusivement, enfin des inédits ou des quasi inédits. Ce qui fait que quand un néophyte achète une de ces anthologies, bah, il se retrouve avec des récits qui ne sont pas toujours les meilleurs, qui ne sont pas toujours les plus emblématiques, pour un format qui semble s'adresser plutôt aux néophytes, parce que ça peut sembler une bonne manière d'appréhender l'univers de Batman, alors que finalement ça s'adresse plutôt aux connaisseurs qui vont découvrir une série d'inédits. Donc il y a ce positionnement qui est un peu le cul entre deux chaises et qui n'est pas totalement satisfaisant à mon avis, mais qui aboutit quand même à découvrir ou redécouvrir quelques bons récits. La sélection, elle n'est pas toujours très pertinente, mais en l'occurrence, dans ce Bruce Wayne, c'est peut-être la sélection que j'ai trouvée la plus satisfaisante, parce qu'on n'a pas beaucoup de très grands récits, de récits vraiment percutants. Donc on reste quand même dans une certaine demi-mesure qualitative, mais on a quand même globalement ça reste des récits qui sont plutôt pas mal. On a par exemple pas moins de 3 récits ou 3 je crois d'Alan Grant. Donc moi je suis content, j'adore Alan Grant, même si avoir 3 récits du même scénariste, ça peut quand même faire un peu bizarre. On a pas mal de récits qui sont mignons, qui sont doux, qui vont pas chercher midi à 14h, mais qui sont quand même pas mal, qui sont un peu longués aussi parfois. Bon, j'y retiendrai surtout des choses pas mal, comme un récit de Doug Mensch, par exemple, qui raconte la difficulté qu'a Bruce Wayne à trouver le sommeil à cause de ses activités comme Batman. Et comme évidemment il travaille toute la nuit, ben, le jour il a besoin de dormir, mais parfois le jour il est aussi accaparé par ses occupations en tant que Bruce Wayne, parce qu'il y a quand même les deux aspects de son identité. Ça, c'est typiquement le genre de numéro que je m'attendais à retrouver dans cette anthologie, parce qu'évidemment l'anthologie s'appelle Bruce Wayne, elle ne s'appelle pas Batman, parce qu'on ne peut pas faire d'anthologie sur Batman parce qu'il y aurait trop à raconter. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir cette ambition de raconter la personne derrière le masque, uniquement le playboy, le philanthrope, et comment il vit le jour malgré ses activités nocturnes. Donc là on avait vraiment ce récit à la fois drôle et finalement très pertinent sur comment est-ce que Bruce Wayne peut avoir une vie alors qu'il vit déjà toute la nuit physiquement couvert de blessures en tant que Batman. Donc c'était à la fois drôle et vraiment très chouette. Alors j'ai notamment surtout été très agréablement surpris de retrouver un récit de Devin K. Grayson de 2002 qui concluait grosso modo No Man's Land, et qui est pour moi vraiment un des grands récits de Batman, un récit dont on ne parle pas du tout, qui en plus est publié en plein milieu de la continuité, donc qui n'est pas forcément très visible, mais que j'avais découvert en travaillant sur mon livre sur Batman, et qui m'avait vraiment beaucoup ému, que j'avais tout de suite partagé auprès de mes contacts Batman, parce que c'est vraiment un récit que j'avais trouvé assez fort, qui traite en gros des conclusions bénéfiques des actions de Batman sur la ville. Et donc, on a beaucoup de moments d'émotions civiles ou de petits moments vraiment très humains. On a par exemple un couple gay qui célèbre qui célèbre l'anniversaire du moment où l'un des deux a été sauvé par Batman. Où on a Batman qui demande à Oracle est-ce que la ville va bien, est-ce que la police va bien, et ton père, est-ce que ça va? Enfin voilà, vraiment quelque chose d'assez formel qui finit en touche vraiment personnelle, et puis elle-même elle est émue. Enfin c'est vraiment un numéro qui fonctionne du tonnerre, qui est vraiment chouette. Et vous sentez peut-être déjà un peu le problème, c'est finalement tout un fascicule qui parle des conséquences positives des actions de Batman. Ça parle de Batman, ça parle pas vraiment de Bruce Wayne. Et évidemment, on se doute qu'avec un sujet pareil, l'équilibre est pas évident à trouver, mais enfin, il y a quand même assez de comics parlant de Bruce Wayne spécifiquement dans l'histoire de Batman pour qu'on ne parle pas que de Batman. Et souvent, et justement, dans ce genre d'anthologie, on espère que les récits ne seront pas phagocytés par cette figure de Batman, et c'est quand même le cas. On a par exemple aussi ce récit qui est vraiment essentiel, vraiment fondamental, un récit de 73, de Frank Robbins et dessiné par Giordano, où 3 jeunes partagent leur vision de Batman, et ils ont donc des visions très différentes. Il y en a un qui le voit comme une espèce de créature chauve-souris un peu mutante dotée de super pouvoirs. Et il y en a un, et ça c'était vraiment extrêmement moderne, enfin 73 encore une fois, il y a un petit garçon noir qui se dit forcément Batman, comme il est sans cesse, il est forcément noir aussi, et donc on a des images d'un Batman noir couvert de gadgets qui va affronter des super vilains, et le garçon dit il est même plus fort que Mohamed Ali ou Jim Brown. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette et mignon. Mais encore une fois, avoir 3 enfants qui partagent leur vision de Batman, ça ne parle que de Batman, ça ne parle vraiment littéralement pas une seule seconde de Bruce Wayne.
Ouais, c'est On a, vrai. on a aussi un récit, donc là c'est encore un autre cas, pour le coup dans le prélude à No Man's Land en 99 par Chuck Dixon et dessiné par Jim Aparo, où c'est uniquement un long discours de Bruce qui défend Gotham devant une commission pour avoir des subtitres de l'État, si je me souviens bien. Donc son idée c'est vraiment de dire oui, Gotham c'est une ville qui est une ville où le crime sévit partout, mais c'est une ville d'humanité et je veux qu'on puisse l'aider autant que possible. Et donc c'est uniquement un long discours d'éloge sur Gotham, mais vous venez littéralement de publier une anthologie sur Gotham. Si vous avez un récit sur Gotham, mettez l'anthologie sur Gotham. Non, enfin, je sais pas, ça paraît plus logique. Bon, certes, c'est chouette de voir Bruce vraiment croire dans Gotham, mais quitte à faire un long éloge en 20 pages de Gotham, bah, autant le mettre dans l'anthologie sur Gotham. Enfin, il y a vraiment pas mal de choix comme ça qui m'ont vraiment assez surpris, que j'ai trouvé un peu dommage, alors qu'à côté de ça, on a quelques choix beaucoup plus pertinents, plutôt chouettes. On a même un récit qui revient sur les origines des Wayne, enfin, sur cet ancêtre des Wayne qui, pendant la guerre de sécession, a aidé des centaines d'esclaves noirs à fuir les esclavagistes. Donc évidemment, c'est un récit d'Alan Grant, puisqu'Alan Grant, c'est le gauchiste qui a vraiment essayé d'introduire ses idées progressistes dans les récits de Batman. Mais voilà, parler des Wayne, de la famille des Wayne, des ancêtres Wayne, et de l'impact qu'ils ont sur la conscience sociale de Bruce, ça, c'est le genre de choses qu'on est plutôt content de retrouver. D'ailleurs, le numéro s'achève sur un long texte en prose, détaillant les ancêtres de toute la famille Wayne, et finissant sur le playboy oisif qui va évidemment mettre fin à la lignée des Wayne de façon honteuse, enfin, ce qui est assez drôle. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment très bien vu, parce que c'est une belle manière de parler de Bruce Wayne, c'est de parler de son héritage, de parler de sa famille, là où beaucoup de récits oublient ça de façon, enfin, ce qui nuit vraiment, je trouve, à l'intérêt de l'anthologie. Parce que pour moi, tout l'intérêt de l'anthologie, c'est vraiment d'essayer de ne parler que de Bruce Wayne. Évidemment aussi, comment Bruce Wayne parvient à trouver un équilibre dans sa vie par rapport à Batman. Donc on ne peut jamais complètement inverser Batman de Bruce Wayne, ce serait absurde. Mais au point d'avoir des récits qui ne sont que des réflexions sur Batman, voilà, il y a pas mal de choses que je trouve un peu surprenantes de ce point de vue-là. Donc ça reste quand même une assez chouette anthologie qui souffre peut-être un peu du fait de cette ligne éditoriale, cette idée de ne prendre que des récits, des récits à peu près complets, pas toujours tout à fait complets, mais à peu près complets et plus ou moins inédits, même si pas tout à fait. Parce que par exemple, on mentionne à peine ou pas du tout Year One, alors que dans un récit sur Bruce Wayne, on pourrait quand même s'attendre à ce que la naissance de la vocation de Batman par Miller, donc un des plus importants récits, même s'il est plus canon ensuite, mais l'un des plus importants récits de fondation de la manière dont Bruce Wayne devient Batman, aurait pu avoir sa place, mais pas du tout. On n'a même pas, par exemple, les tout premiers récits de Batman, les premiers récits où on évoque son assassinat, qui sont remplacés par un très long comics de Roy Thomas et Marshall Rogers de 86, qui essaye de pasticher et d'unifier l'ensemble des premiers récits Batman en une espèce de grande histoire cohérente. Où, du coup, c'est un peu old school et c'est pas très intéressant. C'est pas patrimonial, et c'est pas forcément fondamental. Et en plus, bon, ça sort juste avant Year One, donc c'était vraiment condamné à être désuet d'emblée. Donc voilà, il y a pas mal de choix qui sont un peu mous, qui sont pas assez percutants pour une anthologie de cette teneur-là. Mais globalement, c'est comme une anthologie que je recommande, et plus même que les deux précédentes, parce que j'ai été assez agréablement surpris d'avoir mon petit quota d'Alan Grant. Ça fait toujours du bien. Et 2-3 récits qui sont assez fondamentaux, mais vraiment pour un amateur de Batman. Pas spécifiquement si vous cherchez des récits sur Bruce Wayne, parce que si vous cherchez sur Bruce Wayne, il y a des choses assez intéressantes sur l'enfance de Bruce Wayne, par exemple, qui peuvent être mignonnes ou un peu pertinentes, mais les meilleurs récits sont quand même sont beaucoup plus éparpillés que s'ils ne concernaient que Bruce Wayne. Donc je recommande, mais voilà, ça, en termes de cohérence éditoriale, c'est pas non plus un sommet de ces anthologies, et je reste un peu dubitatif sur cette ligne mythologique que je trouve moins pertinente que les deux autres formats anthologiques d'Urban, qui eux sont vraiment vraiment meilleurs. Ouais, c'est vrai que tu as tendance, en tout cas, depuis les 3 tomes qu'on critique sur nos podcasts, à ressortir un petit peu ce manque de cohérence, en tout cas dans les choix qui sont faits chez Urban sur ces récits-là, même si c'est vrai qu'ils sont limités aussi par cette idée de proposer des récits non publiés en VF pour le moment, et des récits autocontenus également. Donc c'est vrai que, bon... Ce qui est pas toujours vrai. On se souvient dans la Batcave, par exemple, qu'on avait un long passage de la bataille de la bagarre de Batman contre les hiboux dans la Batcave. Donc Ouais. pour le coup, c'est vraiment un comic qui était complètement extrait, sans aucun contexte du run de Snyder, qui était en continuité, qui a été publié des cinquantaines de fois. Enfin vraiment, pour le coup, ça reflétait pas tout la ligne. Donc ils savent faire des exceptions. Donc en l'occurrence, on peut s'attendre à ce qu'ils en fassent plus souvent quand vraiment c'est pertinent. Là, c'était un très bon choix, et je n'aurais pas reproché une seule seconde d'avoir fait cet emprunt au hibou.
En l'occurrence, je pense qu'il devrait se prendre plus souvent ses libertés là quand il voit qu'un récit est tellement essentiel qu'il est quand même difficile de faire l'impasse pour le néophyte qui a besoin quand même de voir les grands récits concernant le sujet de l'anthologie. Et là, ils le font peut-être pas assez. Ok, très bien pour ce Batman mythologie. Donc le meilleur des trois d'après Siegfried sur les trois parus jusqu'à aujourd'hui. Et on enchaîne avec une petite touche de féminité. Alexandra, tu vas reprendre la parole et tu vas nous parler de Selina Kyle, Catwoman, tome 3. Super. Alors, j'étais plutôt conquise, je pense, par l'idée générale d'avoir une nouvelle série exclusivement dédiée à Catwoman, parce que je trouve ça toujours intéressant quand les Bat-personnages sortent un peu de l'univers de Batman et prennent leur indépendance. Ça, vous pouvez retrouver le Bat-test qu'on avait fait un peu sur les différents personnages qui sont créés autour de Batman. Donc moi, j'appréciais bien l'idée. Sur le tome 1, ça m'avait plutôt bien conquise. Après, c'est Et puis justement... on aime bien l'auteur aussi, Joel Jones. on aime beaucoup l'auteur qu'on avait rencontré notamment à la Comic-Con au niveau du dessin et puis de son intention à elle de vraiment apporter quelque chose de nouveau à Selina. Et je pense que l'idée était là. Sur le deuxième tome, j'étais un peu dubitatif parce que j'ai trouvé que c'était un peu fouillis. Il y avait de la magie qui est apparue comme ça tout d'un coup en plein milieu du comics. Il y a une sorte d'ennemi sur le long terme qui est une mafia dominée par une mère avec ses garçons. Et c'est un peu complexe et t'arrives pas trop à apprécier ou pas le personnage en fait. Mais bon, le deuxième était comme ça. Et là, le troisième, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ah, c'est Et la chute libre. en fait, j'arrive à voir les défauts que je voyais peut-être pas forcément parce que justement, je suis de nature positive, que c'était la lancée et que je laisse aussi l'auteur prendre son temps. Sur ce tome-là, on est toujours à Villa Hermosa. Donc, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que Selina, à partir du tome 1, a quitté Gotham, notamment à la suite du mariage raté. Sur le tome 1 et le tome 2, elle pensait un peu à Batman, mais là, c'est fini. Enfin, sur le tome 2, c'était fini, elle pensait plus à Batman, elle reprenait confiance en elle, elle avait retrouvé sa sœur notamment. Et bien là, sur le tome 3, elle a des doutes, elle se pose plein de questions. Et je me suis dit, bah zut, mais non, c'est pas ça l'idée. Ça y est, on y est, tu entames une nouvelle vie, t'es bien installée là. Donc tout le truc, c'est que finalement, est-ce qu'elle est vraiment à sa place? Et elle va être en froid un peu avec sa sœur. Donc moi, j'aimais bien l'idée qu'elle la retrouve, même si sa sœur est traumatisée, qu'elle communique pas très bien suite à un accident. Elle passe pas de temps avec elle. Elle s'est créée une sorte de cat family avec une dame qu'on retrouve sur le tome 2 empreint de magie, là, le truc que j'ai pas compris. Je peux pas expliquer plus, c'est de la magie, j'ai pas compris. Un jeune homme aussi très intéressant. Pareil, il y a les délais, s'ils sont peu mis en avant, on retrouve pas cette harmonie qu'on nous a incité un peu sur le tome 2. J'ai trouvé ça décevant. Je me suis dit, est-ce qu'on est en train de nous redonner un petit peu des stéréotypes du Batman qui a du mal avec sa famille et ils mettent ça pour Catwoman? Non. Ils font un peu Et pareil donc, avec retrouvez le mois prochain le Bat Talk spécial. Faut-il créer des personnages dans dans la Cat Family? Non, c'est pas ça? Non, du coup, non, je pense pas qu'on va les voir. Bon, je spoil pas. Je continue, mais tu verras où je veux en venir. Pareil sur Villa Hermosa. Euh, Finalement, on te fait comprendre qu'elle n'est peut-être pas à sa place et elle reste un peu présente. Et à un moment donné, sur certaines pages à la fin, on parle de Villahermosa comme une ville. Donc, Villahermosa est, je sais pas, est sensible et drôle. Je me rappelle plus. Comme on te parlerait de Gotham. Sauf que de parler de Gotham, ça a un sens parce que c'est Gotham. C'est introduit depuis longtemps. Elle a une vraie âme. Elle a une vraie identité, une vraie atmosphère, etc. On ne peut pas mettre ça tout de suite à Villahermosa sur un troisième tome. C'est pas possible, d'autant qu'on la voit très peu, Villahermosa. Parce que pour le coup, la ville, même si elle est implantée, elle n'est pas un personnage, pas un personnage secondaire en fait. Donc j'ai trouvé ça pareil, un peu comme la Cat Family, de mettre des idées de Batman dans Catwoman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas recréer une histoire d'un personnage lié au Bat-Universe avec des nouvelles bases. Voilà, ça, je ne comprends pas et j'ai été Ça va trop vite. très déçue. Oui, ça va trop vite pour qu'au final, on te dise enfin,
comment dire, je peux spoiler. Bon, je vais faire un encart spoil. Voilà, les personnes qui l'ont pas lu. Ouais, attention, encart spoil. Voilà, encart spoil. Parce que je suis désolée, c'est impossible. On te donne juste 3 tomes pour te dire que donc l'intention du tome 1 est qu'elle quitte Gotham, qu'elle veut prendre son indépendance. On a l'impression de sortir un peu du Harley Quinn, mais c'est pas grave. Tu es bien Evira Hermosa comme Nightwing avec Blue Devil. Au tome 3, elle se casse, elle retourne à Gotham. What? Pourquoi? Enfin, c'est complètement débile. Alors que finalement, tu avais plein de choses à faire à Villa Hermosa. Là, le substitut du Cat Family. Évidemment, je pense qu'on te justifie ce départ parce que l'ennemi qu'elle a, de la sorte de mafia avec la dame qui revient alors qu'elle est censée être morte et qu'elle revient en mode zombie et qu'elle met plein de gens en mode zombie, bah oui, ça passe pas. Mais c'est sûr qu'il fallait peut-être lui mettre quelqu'un à son niveau. Mais voilà, encart spoil fini, fin très très décevante, à tel point décevante que je ne sais pas si je lirai le tome 4. Oui, ok. Alors, sachant qu'il n'y aura pas de tome 4 à ma connaissance, non? Parce que c'est pas la bon fin. Je crois que c'est la fin du run de. C'est la fin du run ouais. de Joel Jones. Il y a une suite dans la série Catwoman, et je crois que Joel Jones, elle a fini sur Catwoman à ce moment-là. Ok, bah alors c'est une série qui sert à rien. Très bien. C'est ça. Parce qu'il me semble qu'il y a un tome 4 qui est prévu chez Urban, mais effectivement, c'est peut-être juste la suite de la série, mais pas forcément avec le même auteur, c'est possible aussi. Je crois que ça sera plus un Joel Jones présente parce qu'elle part. J'avais pas regardé, mais ouais, on se renseignera, on mettra en description, mais du coup, si c'est bien une fin de série complète avec ce tome 3, ça sert à rien. Alors, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord sur cet aspect-là parce que je pense que Joel Jones n'avait pas trop le choix parce qu'elle pouvait pas donner trop d'indépendance à Catwoman, sachant que d'autres scénaristes allaient arriver après et marquer une coupure radicale avec Gotham alors que les prochains scénaristes allaient forcément ramener Catwoman à Gotham parce qu'on va pas non plus écrire des centaines de comics sur Catwoman en totale autonomie. Je suis d'accord, mais là, c'est un peu brut quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein d'actes manqués, de choses qu'on t'a laissé croire et qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'a pas accompli jusqu'au bout, tu vois. Ouais, mais enfin, je vois vraiment ça comme. Tu as très bien dit d'ailleurs, c'est vraiment un parcours de personnage qui, au début, a vraiment du mal à s'émanciper, puis s'émancipe complètement dans le tome 2, et ensuite, à quelques doutes, essaie de repenser tout ça pour prendre une position un peu intermédiaire, enfin, d'assumer finalement qui elle est, et elle est quand même quelque chose en rapport avec Gotham, et pas quelque chose de tout à fait indépendant. Je trouve que le cheminement est intéressant, mais c'est vrai qu'après, c'est assez malmené dans ce 3e tome, où c'est quand même assez brutal, et surtout, Joel Jones prétend quand même avoir une approche très psychologique du personnage, et finalement, on le sent, on la sent pas trop cette évolution psychologique du personnage. Enfin, on voit rarement Selina vraiment réfléchir. Par contre, on la voit se bastonner, ça pas de problème. On voit la grande méchante faire des milliers de zombies avec un puits de laser. C'est totalement inintéressant, c'est ridicule. Mais ça, on voit toutes les bagarres et les explosions qu'on veut. Je pense qu'elle est vraiment. Joel Jones, je pense qu'elle a vraiment le problème de décrire du Catwoman après Brubaker. Parce que le problème, c'est que Brubaker Brubaker, il avait déjà pris Catwoman pour lui donner un peu d'indépendance. Elle avait eu je sais plus si c'était son propre quartier ou sa propre ville, mais elle avait déjà eu sa propre zone qui était donc plus Gotham. Elle avait déjà eu ses propres sociabilités. Donc finalement, Joel Jones, elle ne peut pas non plus complètement faire la même chose. Donc elle reprend Catwoman, elle l'éloigne de nouveau de Batman, elle lui donne de nouveau une nouvelle ville, elle lui donne de nouveaux amis. Enfin, il y a un moment où elle ne fait que répéter en moins bien ce qu'a fait Brubaker, donc il fallait qu'elle essaie de se distinguer avec une petite originalité. Et c'est vrai qu'elle a un peu du mal parce que bon, il faut dire que tu arrives à créer des récits originaux et très distincts avec Batman. Tu peux très bien le faire avec d'autres personnages. Après, je comprends qu'il y a une prise de risque qui fait peur, etc. Mais il y a juste eu Ed Brubaker. C'est pas comme s'il y a eu 10 000 histoires. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je trouve ça dommage. J'ai l'impression que du coup, on se dit, voilà, il y a eu une idée qui a été faite. On peut plus faire quelque chose de très innovant. Du coup, on reprend un peu des stéréotypes un peu partout en se disant que ça va aller, mais que finalement, ça va pas. Je suis d'accord. Enfin, clairement, elle aurait pu mieux le faire. Elle aurait certainement, même avec la même idée, parce que je pense que les éditeurs lui ont quand même dit, il faut que Catwoman s'éloigne de Batman. Donc, raconte-nous ça. Et puis, à la fin, il faut qu'elle revienne plus ou moins à Gotham. Mais en 3 tomes, enfin, avec tout l'espace qu'elle a eu, en plus d'une 20aine de fascicules, il est clair qu'elle aurait pu raconter ça de façon beaucoup plus fine et qu'elle aurait pu conclure de façon plus subtile. Donc, je ne sais pas si elle est partie plus vite parce qu'elle avait d'autres. Enfin, au même moment, elle était en train de bosser sur d'autres très gros projets. Donc, peut-être qu'elle a mis un terme à tout ça un peu vite ou qu'elle a pas trop réfléchi au scénario sur la fin parce qu'effectivement entre le fait le dessinateur n'arrête pas de changer sur les derniers fascicules,
Elle doit même elle-même dessiner l'un des fascicules parce que je pense que la dessinatrice a pas eu le temps de combler. Enfin, du coup, il y a une espèce d'incohérence qui est un peu étrange entre les derniers fascicules qui ternit forcément l'image qu'on peut avoir d'une fin de run, mais le scénario est aussi complètement à la ramasse. Enfin, on s'en fiche complètement de cette Raina Krill qui revient plus ou moins d'entre les morts pour lancer ses zombies sur Villahermosa. Comme tu le dis, Villahermosa, c'est une ville à laquelle on croit pas une seule seconde. On voit pas Catwoman aller prendre son café à Villahermosa, on voit pas se balader dans les rues. Enfin, c'est pas une ville qui existe. Donc à partir de quel moment est-ce que de balancer des zombies, des explosions à Villahermosa, ça va nous faire quoi que ce soit, quoi. Il y a vraiment un truc qui est complètement planté. Et du coup, c'est vraiment ironique que je pense, le tout début de ce volume 3 est plutôt pas mal, je trouve, parce que ça raconte que des tueurs à gages sont engagés pour tuer Catwoman. Je sais pas si tu te souviens de ce passage. Oui, pardon, je me suis noté, je l'ai pas cité. Oui, sa tête est mise à prix au début. Et du coup, c'est assez drôle. Enfin, il y a toute une galerie de tueurs à gages qui est assez variée, notamment un gentleman fantôme. Apparemment, c'est un tueur à gages qui est mort et qui est revenu sous forme de fantôme. Du coup, il est complètement invisible, mais il porte un chapeau. Enfin, c'est une galerie c'est plutôt drôle, mais ça marche vraiment plutôt bien. Et pour le coup, c'est pas scénarisé par Dual Jones, mais par Ram5, enfin, Ram V, je suppose qu'on dit Ram V, qui d'ailleurs est celui qui était en train d'écrire Catwoman aussi. Et du coup, c'est presque un peu dommage de voir Dual Jones présente Catwoman tome 3 et le meilleur de ce Dual Jones présente Catwoman, c'est les récits qui sont pas scénarisés par Dual Jones au tout début, alors que quand elle essaie vraiment de clore son histoire, là je te rejoins complètement, ça marche pas trop. Je suis pas aussi négatif que toi, mais globalement ça marche. C'est assez faible, quoi, clairement. Ok. Bon, Alexandra, tu as réussi à être plus négatif que Siegfried, bravo. Félicitations. Ça Avec n'arrive pas plaisir. tous les jours, mais l'heure est grave dans ce podcast, puisque après cette petite touche féminine avec Catwoman, il est temps d'évoquer Batman Death Metal. Et donc, Euh, Batman Death Metal, le tome 4, paru chez Urban. Siegfried va nous en parler. Allez, Siegfried, c'est ton tour. Alors, curieusement, c'est peut-être le volume de Death Metal qui m'a le plus plu. Bon, Ah, il y a le fait que c'est enfin la fin. Et franchement, ça ne joue même pas parce que le vrai combat final est vraiment pas terrible. Il y a une espèce de volonté d'imiter le Ragnarok, vous savez, dans la mythologie nordique. Au moment du Ragnarok, donc qui est la fin d'un cycle avant l'arrivée de notre monde, chaque dieu affronte un peu sa némésis. Donc on a vraiment ce qu'on retrouve finalement dans beaucoup de films, c'est un cycle, c'est un thème qui a été beaucoup repris, mais comme il y a 300 entités contre 300 entités, on divise le combat et chaque personnage affronte le super vilain de toutes ces histoires. Et là, c'est un peu le cas aussi. Ce qui du coup est plutôt pas mal. Enfin, on a les bourgs Superman contre les méchants Superman par exemple, parce qu'évidemment il y a des personnages qui viennent de toutes les dimensions. C'est un gros chaos. Donc la meilleure manière de le traiter, c'était certainement effectivement de diviser ça en petits combats, de les voir séparément. Le problème étant qu'évidemment comme c'est la fin, chaque groupe de gentils bat le groupe de méchants, ce qui donne l'impression qu'il n'y a plus aucun enjeu parce que on a pratiquement une impression d'invincibilité des gentils. Après tant de volumes à nous montrer que les gentils étaient en train de perdre, on se doutait bien qu'ils allaient finir par gagner, mais là, ils gagnent presque systématiquement, c'est presque trop facile. Et globalement, la manière dont finit le Batman Kiri est vraiment, c'est vraiment expédié. Et c'est paradoxal d'être déçu que ce soit expédié, parce que pendant les trois volumes précédents, on n'arrêtait pas de dire, mais est-ce que ça va finir un jour, on en a marre. Mais on avait envie que ça finisse, mais quand même que ça finisse quand même plutôt bien. Et là, pour le coup, ça n'a vraiment pas l'ampleur qu'aurait dû avoir cette conclusion cosmique. Comme on s'en doutait, le Batman Kiri affronte Perpetua parce que, évidemment, enfin, le Batman Kiri, il allait paraître le sbire de Perpetua. Tout le monde se fichait de Perpetua, tout le monde était intéressé par le Batman Kiri, donc il fallait qu'il essaie de lui prendre sa place. Mais ça dure deux, trois planches au tout début, puis ensuite il est complètement évincé. Le Batman Kiri lui-même meurt plus ou moins comme une patate. Bizarrement d'ailleurs, c'est le personnage principal de ce Batman Death Metal 4 n'est pas Batman, donc ça change un peu, c'est agréable, mais Wonder Woman. Donc je ne sais pas où vous êtes arrêté. Qui avait eu quelques passages un peu importants aussi quand même tout au long du récit, mais... Tout à fait, mais dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle soit à la fin l'antagoniste principal du Batman Kiri. Déjà en termes d'iconographie, évidemment on aurait tous aimé avoir un Batman contre un Batman Kiri, même si on l'a déjà eu en fait des centaines de fois, mais c'est un peu étrange parce qu'on s'attendait quand même pas à ce que Wonder Woman, même dans ce volume-là, on se demande un peu, tiens, pourquoi c'est Wonder Woman qui a à ce point le bourrelet à la fin. Est-ce que c'est la conclusion logique du développement du personnage? Et j'ai pas eu cette impression. J'ai pas eu l'impression qu'elle était écrite de façon assez soignée, assez développée pour
mérité cette conclusion, même si bon, au moins ça a le mérite de changer. Alors, pourquoi est-ce que malgré tout ça, cette impression un peu expédiée, je dis quand même que c'est le meilleur volume des death metal et même un volume que je pourrais recommander en fait. C'est parce que il n'y a pas que le death metal évidemment, parce que death metal il y a eu plein de tie-in, de spin-off, enfin il y a eu tout un bazar autour parce que Snyder ne pouvait pas s'arrêter, il pouvait pas juste raconter son histoire. C'est sûr que non. Et ce qui fait donc on avait déjà les Tales of the Multiverse, vous vous souvenez, on a déjà parlé de beaucoup d'anthologies, de petits récits écrits par plein d'auteurs. Et là dans ce volume, on a aussi beaucoup de choses, notamment soit sur des super-héros sur le champ de bataille, soit des super-héros qui se préparent avant la bataille finale. Et à chaque fois, ce sont des récits qui sont qui sont relativement autonomes et qui sont écrits par d'autres auteurs. Et on a par exemple du Jeff Lemire, on a du Tamaki, on a du Gail Simon, on a du Mark Waid. Donc on a beaucoup de choses quand même que ça attire comme attention. Mark Waid sur death metal, waouh, d'accord, pourquoi pas. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal de, comme on a beaucoup de petits récits autonomes, forcément il y a des choses qui peuvent être de qualité, malgré la qualité quand même toute relative de l'ensemble. Et on a par exemple un très joli numéro qui raconte la manière dont se réunissent les titans de toutes les époques, et même les titans qui sont devenus adultes et qui sont devenus autonomes depuis, et qui se retrouvent tous avec leur méchant emblématique pour faire front commun contre la menace du Batman qui rit. Et ça c'est très réussi, très très joliment dessiné par Travis Moore. On a Jeff Lemire qui écrit sur la manière dont Sinestro redevient un Green Lantern et qui demande du coup à Kyle un anneau vert pour combattre à ses côtés parce qu'il sent que ça va être la fin et que donc c'est le moment de de présenter ses excuses au monde en quelque sorte. Ça n'avait pas forcément besoin de Lemire. Enfin, on sent pas pour le coup la patte d'un grand scénariste, mais c'est quand même un récit qui se lit plutôt bien. On a une très jolie nouvelle sur Clark Kent par Mark Waid, dessinée par Manapool, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est ce qu'il y a de mieux finalement dans tout Metal, c'est les moments de préparation et d'humanité avant la bataille finale, parce que c'est vraiment un joli moment où, comme on sait que les personnages, eux, ont l'impression qu'ils vont mourir, ou en tout cas qu'ils vont faire un truc fatidique avant la fin du monde tel qu'on le connaît, du coup on peut vraiment les réinvestir d'humanité, d'un sentiment de tragédie, ou au contraire d'une réconciliation avec le monde tel qu'il est avant qu'il disparaisse, et ça aboutit vraiment à des choses qui sont pas mal. On a surtout, j'avais beaucoup aimé un récit de Snyder avec Geoff Jones sur Superboy Prime, donc pour le coup un personnage dont on s'attendait pas forcément à réentendre parler, et auquel on parvient vraiment à redonner tout de suite un vrai capital sympathie. Enfin, il est vraiment passionnant. C'est peut-être le personnage le plus développé de l'ensemble de l'ensemble du volume. Donc rien que ça, je vous encourage, même sans avoir lu le reste de Metal, je vous encourage pratiquement à ne lire que ça comme une nouvelle d'une dizaine de pages, parce que c'est vraiment agréable à lire, c'est vraiment chouette. Enfin, on sent vraiment la patte quand même de Geoff Jones et pas du tout celle de Snyder. Et autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une rencontre entre Constantine et une version de lui d'un univers parallèle où, en gros, c'est un Constantine qui aurait connu une période heavy metal. Et donc, il y a plein de débats musicaux entre eux, parce que forcément, Constantine ne jure pas que par le punk, alors que son espèce d'alter ego maléfique ne jure que par le heavy metal. Ils vont prendre un whisky ensemble en plein milieu du champ de bataille. Et c'est dessiné par Rob Guillory, qui est celui qui dessine les Tony Chou. Et je sais pas si vous avez lu les Tony Chou, mais il a un style qui est vraiment style cartoon, un peu enfantin, très reconnaissable, et vraiment Tony Chou, c'est vraiment à lire. C'est vraiment partie des comics les plus agréables que j'ai lus ces dernières années. C'est vraiment super chouette. Et retrouver du Rob Guillory coincé entre Capullo et Manapool, c'est vraiment hyper. Enfin, c'est vraiment très très surprenant d'un point de vue stylistique. Et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment un numéro qui est très frais. Et ça rejoint vraiment l'idée que quand il y a Constantine quelque part, c'est tout de suite mieux. Et effectivement, Constantine est vraiment respecté. Il apporte sa petite dose de fraîcheur et sa petite dose de sérieux. C'est vraiment un très très bon morceau. Donc rien que pour ces quelques récits, notamment Superboy Prime et Constantine, je recommanderais comme sa lecture. Après, est-ce que je recommanderais son acquisition? Pas forcément. Est-ce que c'est une bonne conclusion à toute l'histoire des métals? Pas forcément. Le but des métals étant, vous le savez, de plus ou moins mettre fin à la continuité pour qu'on puisse ensuite créer une nouvelle continuité. Ah, je croyais que c'était juste de permettre à Snyder de faire du délire, mais... Non, Snyder se serait jamais contenté de ça. Snyder en veut toujours plus. Donc le but de Snyder, c'était vraiment de créer son espèce de nouvelle cosmogonie, sachant que, bon, on espère quand même que Snyder ne sera plus aux manettes après. Enfin, on lui a laissé la fin d'un monde, il va peut-être pas créer le monde d'après. Donc l'objectif assumé de Snyder, outre s'amuser, comme tu le faisais remarquer, Nico, c'est de mettre fin à ce monde pour a priori créer une nouvelle cosmogonie, une nouvelle continuité. Donc plus ou moins mettre fin au Rebirth pour commencer autre chose. Ce qui évidemment est un peu curieux parce qu'à part
enfin, on a bien senti de toute manière depuis le début que ce projet avait des problèmes parce que à part la série Death Metal elle-même, les séries régulières ne semblent pas beaucoup influencées par cette espèce de fin du monde. Enfin, on a vraiment l'impression que Snyder met fin au monde dans son coin pendant que tous les autres racontent les histoires des personnages impliqués dans Death Metal, mais qui n'ont jamais entendu parler du death metal. Donc c'est une perspective un peu curieuse, C'est d'autant que vrai, ouais. d'autant que sa création de Cosmo. Donc on peut toujours dire que ce qu'il raconte se passe un peu après. Mais enfin, ça serait pas, ça serait curieux, ça serait, enfin, en termes de cohérence du monde, ça serait un peu étrange de dire, bon, ben, vous savez que tout ce que vous êtes en train de dire, ça va aboutir forcément à ça dans quelques mois. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est un projet auquel on comprend pas grand chose. Et même à la fin du projet, on comprend pas trop à ce à quoi c'est supposé aboutir parce qu'on parle bien effectivement de la fin du monde et de la naissance d'un nouveau monde, mais avec une cosmologie. Mais le principe de la nouvelle cosmogonie, c'est que tout ce qui a été raconté jusqu'ici est vrai. Donc finalement, que l'impact est quand même relativement modéré. Et c'est-à-dire, on dirait, c'est vraiment d'imiter ce que Jones venait de faire dans Doomsday Clock. Et pour le coup, on sent vraiment toutes les limites du projet de Snyder, quoi, qui s'amuse beaucoup plus qu'il ne parvient vraiment à établir une nouvelle cosmogonie. Et si vous voulez vraiment avoir un récit qui ait cette puissance cosmique de penser, d'avoir une pensée sur l'intégralité de la continuité, la manière dont elle se forme, dont elle se crée et se défait, il faut vraiment, je pense qu'il y a Doomsday Clock, qui peut être vraiment décevant dans les premiers volumes et sur le projet d'intégrer les Watchmen à la continuité DC Comics. Ça, c'est un aspect qui est pas franchement réussi ou pas toujours réussi. Mais sur les tout derniers numéros qui opposent Watchmen et Superman, ça raconte vraiment bien, non seulement les nouvelles continuités DC Comics, ce qui à la rigueur est pas forcément très important parce que les continuités ça change tout le temps, mais qu'est-ce qui fait la particularité de DC Comics? Ça, c'était vraiment, il y avait vraiment quelque chose de fort, d'humain et d'authentique qu'on ne retrouve pas du tout ici dans ce récit où même les fans du Batman Kiri, je pense, vont être déçus parce que finalement, on le voit pas beaucoup, il est assez inexistant. Même ceux qui aimaient les délires de Snyder vont être déçus parce que généralement, ces délires se traduisaient par une accumulation de sbires, tous plus délirants que les uns que les autres. Et là, on les voit à peine, ils n'ont aucun développement. Donc ça reste un volume qui est décevant pour les amateurs de métal, mais est-ce qu'il y a vraiment les amateurs de métal, ou pour ceux qui espéraient que Snyder finirait bien, enfin mettrait une belle conclusion à son projet, ce qui est pas vraiment le cas. Il y a des jolies choses, mais c'est globalement ça s'est raté. Par contre, c'est une très jolie occasion pour beaucoup d'auteurs secondaires de raconter leurs petites histoires sur les personnages confrontés à ce qui est un peu la grande épreuve de leur vie. Et rien que pour ces petits moments, il y a des choses qui sont vraiment largement assez belles pour mériter votre attention. Ok, donc ce tome 4 qui peut être intéressant, même si, une nouvelle fois, on n'échappera pas à la théorie de la fin en plouf de Scott Snyder, hein. Ces récits qui finissent toujours avec un petit plouf à la fin, alors qu'on attend toujours des choses extraordinaires. Bon, euh, puisqu'on parle de choses extraordinaires, ou Oula. pas, ou pas, je sais. Je vous chauffe un petit peu parce qu'on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Et je sais que bon, les avis sont pas forcément dithyrambiques, c'est peu de le dire, puisqu'on va parler maintenant des sorties Urban Link. Et on va entamer cette discussion avec Alexandra qui va nous parler de Victor et Nora, Gotham Love Story. En effet, du coup, comme tu l'as dit, Nico, rien qu'avec le titre, ça donne grandement envie. Bon, bah, je vais pas forcément revenir sur le synopsis, mais on retrouve d'un côté Victor Freeze qui a subi une perte, son frère est mort, et donc du coup, il va s'intéresser à cryogéniser les, euh, j'ai plus mes mots, Les les êtres, organismes vivants, oui. voilà, les organismes vivants, et va être d'une humeur très triste, ça va parler du deuil, donc ça va être quelqu'un de très renfermé, de pas bien dans sa peau et qui vit très mal du coup la perte de son proche. D'un autre côté, on va avoir Nora, qui elle a une maladie dégénérative, qui sait que sa fin est proche et qui le prend d'une manière, si on peut dire positive, qui va se laisser du coup tout l'été pour profiter de la vie et va se donner la mort du coup le jour de son anniversaire. Enfin, décide de programmer en tout cas sa vie comme ça. Et évidemment, Summertime, ils vont se rencontrer, passer un super été. Victor va retrouver ses sentiments, va tomber amoureux de Nora et va tout faire pour la sauver. Voilà le speech de base. L'idée d'avoir une histoire entre les deux était quand même très intéressante parce qu'on le sait, dans l'univers de Batman, et ça a notamment pris naissance dans Batman TAS, Mr. Freeze est un personnage très intéressant, un vilain très intéressant qui ne fait pas
surtout par haine ou par vilénie comme peut faire le Joker, qui pense aussi beaucoup à Nora. Nora a été beaucoup utilisée aussi et c'était intéressant de savoir leur histoire d'amour. Alors évidemment, là, on est sur une version young adulte parce que c'est la ligne éditoriale d'Urban League. Le young adulte, ça peut très bien marcher chez les adultes. Comme on dit en librairie, un livre, une BD pour enfants ou pour young adulte, si ça plaît à un adulte, c'est que c'est gagné et que c'est un bon produit. Là, ça ne marche pas. Ce n'est pas un bon produit. C'est mignon tout plein, hein, donc on voit les moments d'amour, comment dire? Leurs rencontres, des petites scènes mignons, attachantes, mais ça n'a aucun intérêt et ça m'énerve parce que finalement, ça soulève des choses importantes, notamment chez les jeunes. Alors, ils font ça toujours très bien, Urban Link, parce que, comme je disais, ça parle de deuil, de maladie, de suicide, donc des thèmes importants et ils vont à la fin, du roman, on va dire, du roman graphique, laisser des numéros et pour que les jeunes qui puissent lire ça, les contactent si malheureusement ils ont des pensées, comme celle-ci. Heu, mais du coup, on aurait pu travailler ça autrement et les rendre beaucoup moins inintéressantes parce que ça passe complètement à la trappe. Moi, je suis pas du tout conquise par le dessin, donc déjà ça fonctionne mal. Il y a une colorisation, mais beaucoup trop pétante. Alors justement, je sais pas s'ils ont fait exprès pour te dire: «Bah non, comme il y a des thématiques, un peu noires, on va mettre beaucoup de couleurs, des couleurs très chaudes, voire piquantes, pour que ça passe mieux. Bah, pas forcément. Alors est-ce que c'est pour justifier la relation d'amour, summertime et cetera? Bah, non, pas forcément parce que c'était pas l'idée. Là, il aurait fallu autre chose, qu'on parle pas d'une histoire d'amour banale. On parle quand même de Victor, et Nora. On aurait pu aller plus loin, même en étant du young adulte, hein, les limites, faut pas se les mettre jusqu'à là. Donc voilà, l'idée, elle était super. Je pense qu'en tant que fan de Batman, on attendait que ça. Du coup, moi, j'attends ça en version, DC Black Label, voire autre chose, mais je suis très déçue et je le conseillerais pas du tout. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, ça partait mal parce que ce sont les mêmes auteurs que Catwoman Under the Moon, qui déjà ne nous avaient pas forcément convaincus Oui, oui, dans oui. cette gamme Bah, Urban Link. limite, c'est mieux alors, hein. Catwoman Under the Moon, j'ai préféré. Bah, disons Parce qu'il que justement, y les avait une histoire. thématiques Ouais. fortes oui, il y avait une histoire exactement et puis les thématiques, comme je citais, qui peuvent toucher certains jeunes et qui sont quand même touchy à travailler, étaient un peu mieux représentées, donc un enfant qui est à la rue et cetera, même si bon, c'était limite. Là, l'intérêt est nul, hein. Oui, C'est là, en tout. fait, là, on est complètement sur un pur comique de Mmh. sensibilisation. Enfin, on sent que le seul but de l'histoire, c'est d'arriver à la page finale avec les numéros, comme tu disais, le répertoire d'adresses à contacter. Mais Oui. il y a vraiment aucune histoire. Et il s'agit vraiment de dire, vous n'avez pas dépensé de sombre. Tiens, on balance du Batman là-dedans, enfin du Freeze. Allez appeler ces numéros. Et du coup, on se demande même, enfin, Mmh. pourquoi est-ce qu'on a Et embauché un duo d'auteurs pour écrire cette histoire alors qu'ils n'avaient rien à raconter sur le sujet, ça les passionnait visiblement pas du tout. Et tout ce qu'ils voulaient faire, c'est sensibiliser, c'est très bien. Il n'y a aucun problème sur ça, mais on peut certainement écrire des bons comics tout en sensibilisant. Là, c'est presque une insulte à ces personnages que le de. message, passe mieux surtout si tu Ouais, fais une belle ouais, bien histoire, sûr. bien sûr. Mmh. Là, c'est vraiment de purs prétextes. Enfin, Nora, elle est vraiment définie par le fait qu'elle veut se suicider. C'est pratiquement tout. Enfin, et à aucun moment on croit au personnage. Alors, on pourrait au moins croire éventuellement à l'histoire d'amour, mais même ça marchait pas trop parce que bon, dès le début, ils sont complètement excentriques. Tous les deux. Victor, dans le fait il est très introverti, excessivement introverti, un peu taré quand même par certains aspects. Enfin, on sent quand même qu'il y a un Ouais, truc ouais. qui tourne pas tout à fait rond. Elle est un peu tarée aussi, mais dans l'extraversion. Et Mmh. ce qui fait que la rencontre, enfin, personnellement, c'est peut-être que moi, mais j'ai trouvé que leur délire à tous deux finissait par être un peu épuisant parce que ils sont constamment tous les deux dans le délire. Et, bon, bah, du coup, il y a aucun moment on peut vraiment se raccrocher à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils ressentent puisqu'ils sont tous les deux constamment dans l'excès. Et ça fait aussi qu'on croit pas trop à leur histoire d'amour parce qu'on a vraiment l'impression que dès la seconde où Nora rencontre Victor, ça y est, ils sont déjà fous amoureux, ils vont déjà être ensemble. Enfin, c'est pratiquement Mais couru c'est d'avance. Donc, complètement le mythe de la petite sirène, hein. Enfin, là, on revient à des classiques de Disney qui fonctionnent plus, amoureux au premier regard, ça c'est plus possible, en fait. Même pour des jeunes, j'ai lu des BD jeunesse qui étaient beaucoup plus ah ben, travaillés sur clairement, une oui. relation amoureuse et ça, j'ai été hyper déçue parce que, bon, l'idée de faire une relation amoureuse young adulte, ça, c'est pas un problème et c'est tout le cœur de Victor et Nora. Mais là, comment c'était introduit, enfin, ça aurait été beaucoup plus beau de mettre de l'attente, de créer une amitié entre les 2, de jouer sur justement leurs problèmes pour qu'ils s'aident. Là,
bah non, on s'aime tout de suite et puis on va voir pour les problèmes après. C'est un peu. Oui, puis au début, Victor est un peu timide, mais Nora se jette littéralement sur lui et bon, elle lui fait du contre-dedans, mais à 500% dès le début. Enfin, on a vraiment rien d'émouvant de touchant, alors que c'est ce qu'on pourrait espérer d'une romance ado, justement, que ça nous rappelle un peu nos propres amours adolescentes à 13, 14, 15 ans, avec une espèce d'attentisme un peu maladroit des deux côtés. Ben non, là, c'est vraiment du entre-dedans qui ressemble à rien de ce qu'on peut connaître, donc ça marche pas trop. Et ils se mettent en couple dans une ellipse. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont les meilleurs amis du monde, ils font plein de trucs, et tout à coup, on saute une page, et ça y est, ils sont ensemble. Mais Siegfried, peut-être que c'est les générations nouvelles qui sont comme ça. Non. Nous, on a connu autre chose, mais peut-être que les nouvelles générations se retrouvent là-dedans. Peut-être, mais enfin, visiblement, dans un comics dont le projet est de raconter l'histoire d'amour adolescente entre ces deux personnages, on peut s'attendre à ce que le moment où ils se mettent en couple soit traité. Ouais, c'est sûr. On est les meilleurs amis du monde qui nous font du rentre-dedans, évidemment, des sentiments l'un pour l'autre, mais on le dit pas, ça y est, on est en couple, c'est officiel, tout le monde le sait, tout va bien. Vraiment, on saute littéralement oui, j'ai vraiment pas compris la démarche et pourquoi faire ce saut et sauter le moment qui est finalement le plus important, parce que c'est le moment qui est un peu promis par la démarche du comics. Donc ça, vraiment, ça c'est un truc qui m'a fait trop. À la rigueur, le petit point sur lequel peut-être je serais pas trop d'accord avec Alexandre, c'est que effectivement j'ai pas été sensible au dessin, mais il y a un truc qui réussit, ce sont les dessins, les histoires dans les histoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un personnage a un rêve ou raconte quelque chose à l'autre personnage, là on a un style graphique totalement différent qui intervient. Et globalement, ce sont des choses assez réussies. Enfin, on a un cauchemar notamment les personnages racontent la manière dont ils voudraient mourir. Et les dessins, pour le coup, sont vraiment assez drôles, vraiment très réussis. On a un cauchemar à un moment donné qui va aussi chercher des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus recherchées, tout simplement, beaucoup plus soignées. Là où le dessin général de l'histoire, lui, effectivement, est vraiment assez plat, vraiment peu inventif et juste pas très réussi parce qu'effectivement la colorisation elle n'engage pas forcément le lecteur dans l'histoire et c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un mauvais comics de sensibilisation, mais c'est pas du tout une histoire et même si vous êtes fan de Victor et Nora, c'est vraiment pas quelque chose à lire, c'est juste pas intéressant. Ok, tu vois, moi je l'ai pas lu encore et j'étais assez chaud pour découvrir justement cette relation entre Victor et Nora, voir un petit peu ce qu'ils en ont fait et tu m'as un peu refroidi. Du coup, vous m'avez un peu refroidi du coup tous les deux. Mais bon, vous l'avez compris, Victor et Nora, Gotham Love Story, c'était pas terrible. On va essayer de se rattraper. On va enchaîner avec un deuxième récit publié chez Urban League avec Gotham High. Du coup, Siegfried, vas-y. Est-ce qu'on peut se rattraper avec Gotham High? Certainement pas avec Gotham High. Donc heureusement qu'on ne conclura pas ce numéro avec Gotham High parce que vraiment c'est. Enfin, je sais pas si c'est peut-être pire que Victor Nora. Enfin, au moins il y a une volonté de raconter une histoire, donc ça quelque part c'est peut-être un peu plus louable. Mais alors quelle histoire? Bon, déjà. Commençons par le début. Il y a une histoire, mais il y a pas mais l'intention est horrible. Ouais, voilà. Bon, commençons par le début. C'est absolument hideux en termes de dessin. Mais vraiment, c'est juste moche. Il y a rien qui marche. Il y a aucune pose de personnage qui marche. Les visages, le visage ne marche pas. Il y a vraiment rien qui marche. Même la DA, parce qu'à la rigueur, on peut mal dessiner, mais avoir des idées de plans, de découpage, des trucs qui font que le dessin, ça reste subjectif. On peut toujours apprécier un dessin. Et surtout, un bon dessinateur peut avoir un dessin qui est très minimaliste, mais savoir l'inventer d'une façon tellement chouette qu'on peut trouver que c'est du bon dessin. Là, c'est vraiment, il y a aucune intention dans le découpage, il y a aucune intention dans les poses, il y a rien à aucun niveau. C'est vraiment juste moche du début à la fin. Bon. Alors, si au moins il y avait que les dessins qui étaient moches, bon, bah, pourquoi pas, mais le scénario est au moins aussi pauvre ou inexistant que le dessin lui-même. Bon, l'intérêt l'un des intérêts, si on veut, de cette gamme d'Urban Link, c'est qu'on a une interview à chaque fois des auteurs je crois que c'est au début des volumes qui expliquent un peu leurs intentions. Donc bon, comme la plupart des volumes sont assez mauvais, du coup on se demande comment les auteurs peuvent essayer de faire croire qu'ils sont pleinement retrouvés dans ces personnages et qu'ils ont des trucs de fou à raconter alors qu'ils racontent plein derrière. Bon, ça laisse un peu sceptique, mais là donc on a l'autrice de ce comics qui dit que donc au début évidemment c'est un comics qui essaie de parler de Selina Kyle, le Joker, enfin qui s'appelle à l'époque Jack Napier, qui est un ado plus ou moins normal, et Bruce Wayne au moment où ils sont ados université. Et finalement c'est Selina qui prend un peu le pas sur les personnages et vraiment elle a été fascinée par ce personnage de Selina qui est vraiment un personnage fort et qui finalement finit par phagocyter un peu l'intrigue, et elle a trouvé ça chouette, elle a joué dessus. Bon, Selina, pour en faire un personnage fort, je sais pas ce que tu en as pensé, Alexandra, mais ils en font une psychopathe. Enfin, c'est juste une super vilaine, complètement folle. Mais à aucun moment on a la moindre sympathie, admiration, empathie pour ce personnage.
qui traite extrêmement mal Bruce et Jack, qui sont tous les deux un peu amoureux d'elle, mais elle les manipule, elle les maltraite du début jusqu'à la fin. Enfin, c'est absolument affreux et je comprends juste pas où où les auteurs sont allés trouver l'idée que ce personnage-là était Selina. À la rigueur, ça pouvait être les débuts d'un super vilain, enfin Lady Shiva ou que sais-je. Mais pourquoi Catwoman? Enfin, c'est pratiquement une insulte à Catwoman que de la traiter de cette manière en prétendant en faire une femme forte. C'est ouais. Donc évidemment c'est le genre de comics dont déjà j'aime pas trop le postulat parce que le but c'est que l'auteur se réapproprie vraiment même des choses un peu inutiles. Là, en l'occurrence, la mère de Bruce est hongkongaise, la fortune des Wayne vient de la famille de sa mère, et ses parents ont été assassinés en sortant de Madame Butterfly. Ça sert jamais à rien dans l'intrigue, mais enfin voilà, c'est une manière pour l'autrice de dire regardez, c'est mon univers, il est plus inclusif que le vrai univers. Admirez-moi, admirez ce que je suis en train de créer. Regardez comme c'est fou et inventif. Non, ça sert à rien en fait. T'aurais pas raconté ça, c'était un peu la même chose. Et bon, évidemment, toutes ces idées que en fait, le Joker, avant d'être le Joker, c'était Jack, et tous les personnages de cet univers se connaissaient déjà quand ils étaient enfants. Et évidemment, dans un couloir, on va rencontrer Harvey, qui était aussi un ado à cette époque. Et puis il y a plein de clins d'œil hyper appuyés, hyper insistants, vraiment pas subtils à l'univers de Gotham, mais qui est déjà en semence dans cette université de Gotham. Donc c'est déjà une démarche qui me parle pas parce qu'elle est vraiment extrêmement gratuite, extrêmement artificielle et qu'elle ne sert pas le récit, mais le récit en lui-même manque complètement d'intérêt, n'approfondit vraiment aucun des personnages, enfin ne montre aucune fidélité en fait au personnage. Et comme je disais, si son but était de développer une Catwoman forte, pour moi c'est vraiment complètement raté. Donc c'est vraiment un comics que je recommande pas. Parce que enfin, déjà le dessin devrait vous rebuter d'emblée, donc je ne sais même pas comment j'ai pu. S'il n'y avait pas cette émission, j'aurais même pas continué après avoir lu les premières pages, parce que c'est vraiment terriblement moche. Alors qu'en plus on voit que les idées sont vraiment pas à l'avenant et que c'est une longue lecture qui n'aboutit vraiment à pas grand chose. C'est vraiment un comics à éviter. Ok, Gotham à Euh, éviter. Alexandra, tu veux ajouter quelque chose? c'est une bouse. Non, mais il fallait qu'on le cale. Non, non, bah oui, tout à fait d'accord avec Siegfried. Et d'autant plus que j'ai trouvé ça très mauvais. Comment on te rajoute des références à d'autres personnages de l'univers de Batman de façon si peu élégante et si dans les pieds dans le plat. C'est une catastrophe. Enfin, il n'y a rien qui est fait convenablement pour, bien comprendre l'univers de Batman. Ça aurait pu être très sympa de l'avoir dans un angle différent avec toute l'équipe à l'école et ça a été très, très, très mal fait. Ok, alors du coup on a évoqué Victor et Nora, Gotham Love Story qui était pas terrible. On a évoqué Gotham High qui est une bouse, Dixit à Alexandra. Passons au dernier, on ne pouvait pas finir sur du négatif, donc on a essayé de retirer un petit peu de positif pour la dernière sortie Urban Link du mois avec Shadow of the Bad Girl. Et c'est notre Bad Girl de la team qui va en parler, Alexandra. Oui, alors bah, heureusement, j'ai beaucoup apprécié. Alors je pense que c'est l'un de mes préférés de tout ce qu'il y a eu, même si je pense que ce serait intéressant de revenir un petit peu sur les différentes Mm. parutions et de conseiller vraiment des tomes plutôt excellents parce que là, j'ai peur qu'on vous affole un peu à ne citer que des mauvaises choses avec Victor et Nora et Gotham Heights, mais il y a de très bonnes parutions et il y a de la bonne créa. Et là, notamment Shadow of the Bad Girl, on va se concentrer sur Cassandra Cain. Donc, on arrive tout de suite sur le fait qu'elle quitte son père, qui l'a élevée en vrai ninja et en vraie arme. C'est une arme humaine ambulante. Elle ne connaît que ça, elle ne sait pas parler. Elle comprend certains mots et ça va être assez déclencheur car elle va être sur une mission quand son père l'envoie du coup pour tuer une personne. Et la personne lui dit j'ai une fille, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Elle comprend fille. Elle comprend que son père a dû lui dire ça de façon bien jouée, ma fille. Et ça a fait un déclencheur. Elle ne le tue pas et elle part. Elle va se retrouver du coup à la rue. Alors là, au début, je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont faire une fille perdue comme ils ont fait avec Catwoman. Du coup, comme on a cité, qui était mal jouée. Et pas du tout. Elle va rencontrer une vieille dame très attachante qui tient un restaurant. Et ensuite, on va dire, squatter une librairie. Elle va rencontrer un garçon et elle va rencontrer une bibliothécaire en fauteuil roulant qui est rousse et qui porte des lunettes. Ah, Et, je me demande bien qui est-ce. et qui est donc Bad Girl. Et tout ça, comme je parlais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'en parlais de référence pied dans le plat avec Gotham Knight, là, c'est pas du tout le cas. On sait que c'est Bad Girl,
mais on te le dit pas tout de suite. Et si on te le dit, ça va avoir une cohérence avec le scénario et ça va avoir une cohérence avec le cheminement que va avoir Cassandra, car elle ne va pas tout de suite se lier d'amitié, que ce soit avec la vieille dame ou que ce soit avec Batgirl. Elle va avoir un vrai parcours de vie, comprendre son problème, comprendre qui elle est, parce que c'est toute ça l'histoire. Est-ce que ça reste juste une fille qui doit tuer une arme humaine, ou elle peut être autre chose que ça, au final être une héroïne? Et j'ai adoré, alors juste petite interlude sur le dessin très manga de Nicole Wu qui marche, mais complètement avec l'audio de l'autrice qui est Sarah Kuhn, que je trouvais magnifique. Enfin, le duo marche très bien. En plus, j'ai voulu lire Shadow of the Bad Girl, c'est le premier récit que j'ai lu des 3, justement pour le dessin manga, et j'ai été complètement conquise. Cassandra Cain, elle est très bien jouée, elle est douce, elle est apeurée, et en même temps, elle est très, très forte. Et pour finir, le trio féministe que tu as du coup, parce que finalement elles vont s'allier, car son père va se rendre compte qu'elle ne remplit pas les missions et va vouloir la retrouver. Donc il envoie des sbires à sa recherche. On se rend compte que la dame est aussi forte de ses bras et de ses jambes, que Bad Girl va retrouver ses techniques à elle en mode oracle. Le duo féministe, parce que c'est quand même, on peut dire féministe, c'est pas les pieds dans le plat non plus. On te dit pas, ah, il y a des femmes et du coup elles sont trop fortes entre femmes, girl power. Non, il y a une vraie alliance qui se font où chacune tire le meilleur parti, et vont s'entendre aussi bien pour le combat que dans la vie personnelle. Et la fin est sublime. Enfin, franchement, j'ai adoré Shadow of the Bad Girl. Que vous soyez fan ou pas de Cassandra, vous serez conquis. D'ailleurs, petite dédicace à Jean-Baptiste Louvain qui nous suit régulièrement et qui avait été très déçu dans notre dernier Badcast où on parlait des personnages mal intégrés au DCverse, qui était déçu qu'on parle si mal de Cassandra Cain. Et voilà, tu peux te réjouir cette fois. On en dit que du bien dans ce Bad Girl. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est certainement le deuxième meilleur Urban Link, juste après le Harley Quinn Breaking Glass, qui reste à mon avis le sommet de cette gamme. Mais ça, c'est l'autre publication qui vraiment vaut le coup, qui est vraiment très chouette. Le dessin en fait, le dessin, il est aussi frais que le scénario, et les deux font vraiment extrêmement plaisir. Les deux sont vraiment extrêmement réussis. Et comme tu disais, il y a vraiment une délicatesse dans le traitement de l'ensemble qui est vraiment chouette. Et en fait, il y a tellement peu de références au monde de Gotham qu'on ne parle même jamais de Batman. Donc ça, pour le coup, ça m'a quand même paru un petit peu bizarre, parce qu'on a quand même littéralement une fille qui est formée par Barbara à devenir la nouvelle Batgirl, mais sans jamais parler de Batman. Bon, dans un monde où que Batman n'existe pas. Donc c'est un peu curieux en termes de création d'univers, mais on a, je crois, aucune autre référence au Batverse que celle-là, parce que on n'en a pas besoin. Les auteurs, les autrices ont vraiment compris que ça suffisait à créer un monde et raconter des personnages, et si on n'avait pas besoin de quelque chose, c'était pas la peine. On n'avait pas besoin de faire à chaque demi-page une référence, parce que peut-être que si le récit est nul, les fans vont quand même adorer, parce qu'on a fait plein d'easter eggs partout. Bon, on ne citera pas de nom, suivez mon regard. Et en plus, le regard sur un podcast, c'est pas mal. Ouais, mais je pense que le regard est tellement clair que les gens le voient même à travers la vidéo. Voilà. Et cerise sur le gâteau, ça parle même plutôt bien de maltraitance familiale. Donc on arrive même à avoir Urban Link qui sensibilise à un de ces sujets, puisque ça reste comme une des lignes éditoriales d'Urban Link, d'avoir ces sensibilisations sociétales, mais on parvient même à cette sensibilisation de façon subtile, réussie, sans mettre les pieds dans le plat, tout le contraire de ce qu'on a vu avec Gotham High, avec en fait la plupart des numéros la plupart des comics d'Urban Link. Là, à la fin du comics, on a même pas besoin qu'on nous dise, tiens, ce comics parlait de maltraitance familiale, si vous vous sentez mal, appelez ce numéro. Mais on le fait comme un bonus bienvenu, et vraiment très humain, conscient de ce que le lecteur peut traverser. Et c'est exactement tout ce qu'on demande en tant que lecteur, en fait. Donc c'est vraiment, on a le bon récit, la bonne sensibilisation, le bon dessin, c'est vraiment un excellent récit qui met très bien en valeur Cassandra Cain, et c'est le genre de récit qu'on aimerait davantage pour mettre en valeur des personnages qui ont pu être, clin d'œil vers notre dernier débat, qui ont pu être oubliés par les scénaristes contemporains, et qui peuvent les remettre en avant, parce que comme on le disait, le problème c'est pas qu'il y a trop de personnages, le problème c'est que les personnages sont oubliés au profit de nouveaux personnages qui sont pas très bons, qui sont pas très bien traités, ou qui sont eux-mêmes oubliés trop vite. Donc si on peut continuer sur de démarches de tout à coup on revient sur un personnage qui avait été oublié parce qu'on a envie de le raconter, qu'on a vraiment quelque chose de fort à dire avec, ça c'est vraiment une des meilleures manières de rappeler que ce personnage a du potentiel. Donc ça c'est donc vraiment un comic que je recommande très chaleureusement, comme Alexandra.
Ah ben voilà, on va finir avec du positif dans ce podcast. Vous l'aurez compris, s'il y a un récit Urban Link à lire le mois dernier, c'était celui-ci, Shadow the Bad Girl. Merci Siegfried, merci Alexandra pour votre présence sur ce podcast ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast ou sur batmanlegend.com pour nos articles, enfin régulièrement en tout cas. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Salut À tout le bientôt. monde!